Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ces ateliers cycle et santé du mois d'août. Je ne vous ai pas mis de beau fond, vous m'excusez, je n'ai pas réussi ce soir. Donc, vous avez le fond que j'ai chez moi. Bienvenue pour ces ateliers cycle et santé. Ce soir, on va accueillir Anne Reynaud. Bonsoir Anne, je vous vois. Bonsoir. Vous avez un plus beau fond que moi, c'est magnifique, le tableau zébré derrière vous, c'est superbe. Donc, je suis Alexandra, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je vais introduire Elia Lingerie qui nous permet de faire ces ateliers. Et puis après, je vais introduire Anne et puis on va commencer. Donc, je m'appelle Alexandra, je travaille chez Elia Lingerie. Et c'est grâce à Elia qu'on organise ces ateliers. C'est donc des ateliers cycle et santé qui sont dédiés aux professionnels de santé de la femme, qui sont gratuits. On organise ces ateliers tous les mois en fin de mois. On les organise en visio essentiellement pour le moment et on les rend disponibles en replay gratuitement via un lien. Si vous souhaitez le lien que vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à me le demander via le chat. On est là ce soir avec Anne, grâce à Elia Lingerie. Donc Elia, pour la petite histoire, c'est une marque de lingerie menstruelle bio. On fabrique nos produits en France, donc on est engagé à la fois pour la planète parce qu'on essaye de faire des produits qui soient élégants et confortables, qui sont fabriqués en France. La dentelle aussi est fabriquée en France. On a tout un processus de fabrication qui respecte l'environnement et tout un processus de tri de nos déchets pour respecter l'environnement. Et puis, on s'engage aussi pour la santé des femmes, parce que Marion, qui est une des cofondatrices de la marque, est touchée par l'endométriose. Et donc, elle s'engage sur différents projets autour de l'endométriose. Et tous nos produits sont certifiés par des sages-femmes, par des gynécos, et respectent comme on peut, la pathologie de l'endométriose et d'autres douleurs liées à des pathologies féminines. Donc, ce soir, on est avec Anne Reynaud. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes médecin psychiatre. Je ne vous entends pas encore, le micro pour l'instant, il est coupé. Mais je vais vous entendre bientôt. Bonsoir Fiona. Bonsoir tout le monde. Voilà, super. Donc, Anne, vous êtes psychiatre à la fois pour les enfants et à la fois pour les adultes. Vous êtes passionnée par la compréhension des liens entre les individus. Et ça va nous plaire beaucoup pour ce soir. Vous avez fondé 2 instituts de la parentalité, un qui se trouve à Bordeaux et un qui se trouve à Paris. Et vous proposez à travers ces instituts des programmes d'accompagnement pour les parents, pour les aider à cette construction, donc dans ce lien de l'attachement, mais vous allez me dire si je dis juste ou pas. Et vous êtes autrice de 2 livres, dont le dernier que j'ai là, que je vous montre, qui est sorti donc en 2021, qui est aux éditions Marabout, qui s'appelle « Enfants sécurisés, enfants heureux » et qui permet, je vais le dire avec mes mots, mais vous allez mieux l'expliquer que moi, d'apporter, d'avoir des outils vraiment concrets pour apporter un environnement sécurisant pour nos enfants, que ce soit de la grossesse à plus tard, quand ils ont 4, 5 ans, et qui sont un peu plus grands et qu'on est parfois démunis. Donc, pour l'avoir lu et en avoir besoin en tant que maman, il est top, il est très pratique, très concret et très facile à lire. Donc, déjà, merci pour ça. Donc, on est là ce soir avec des professionnels de santé et on est là pour voir en tant que professionnel de santé comment accompagner ces parents qui sont en train de devenir parents pendant la grossesse et au début de cette parentalité pour appréhender ce lien d'attachement et comment favoriser un environnement sécure pour son enfant. Vous avez un chat qui est en dessous, d'en discuter certainement pour la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à poser vos questions, à donner des exemples de cas qui vous ont un peu titillé. Et on est là pour échanger ensemble. On a 45 minutes. Donc, est-ce que déjà, dans votre présentation, j'ai oublié quelque chose, Anne? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est globalement la réalité. Après, juste préciser qu'avant d'être psychiatre, j'ai été médecin généraliste, donc j'étais au plus près des familles et j'étais dans le quotidien et que je suis effectivement soucieuse de les accompagner. Puis la deuxième chose, c'est que la période périnatale est une période très sensible que j'ai investi beaucoup. Donc, je travaille énormément avec les sages-femmes, les ordres, les conseils de l'ordre, le conseil de l'ordre et les ordres départementaux, parce que tous les professionnels qui interviennent
ce moment-là, l'accompagnement du parent, que ce soit le père ou la mère, a un rôle, a une responsabilité. Et je suis ravie d'être là ce soir pour justement partager autour de cette thématique. Ça a été l'occasion de découvrir votre marque aussi, puisque ce n'est pas des choses dont j'avais connaissance. Donc, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Est-ce que dans un premier temps, pour commencer, vous pouvez nous expliquer cette théorie du lien d'attachement de John Bowlby? Alors, c'est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de la théorie de l'attachement, on la saupoudre un petit peu partout et pourtant, elle vient dans quelque chose de très profond nous expliquer, donner une hypothèse. Voilà, c'est l'hypothèse de John Bowlby, qui en fait est un pédopsychiatre anglais qui a travaillé dans la période de l'après-guerre et qui a eu l'occasion de voir à travers les enfants qui sont confiés dans les orphelinats à quel point finalement le nursing de l'enfant n'était pas suffisant, c'est-à-dire lui donner à manger, le changer, être dans une présence physique ne lui permettait pas toujours de survivre et encore moins de se développer. Et donc, il a essayé de chercher, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Il a été voir un petit peu du côté des animaux, de l'éthologie, avec les petits canards de Harlow, de Lorenz et puis les petits singes de Harlow. Et puis, en fait, s'il y a une découverte et une manière de résumer les choses, je pense, c'est que John Bowlby, il nous a permis de comprendre que chaque individu, à sa naissance, va naître équipé de systèmes biologiques qui sont inscrits à l'intérieur de nous et que ces systèmes biologiques, il y en a un certain nombre, dans ces systèmes biologiques, il y a un système d'attachement. Et ce système d'attachement, il a pour objectif de nous permettre de rester dans un équilibre émotionnel stable, en sécurité émotionnelle, et que grâce à cette sécurité, on va être en capacité d'aller explorer le monde, explorer les apprentissages, explorer la marche, explorer le langage, explorer nos émotions. Et donc, c'est un équilibre entre ce système d'attachement qui va faire en sorte que si je me sens en insécurité, je peux m'appuyer sur une figure d'attachement qui va me réconforter et m'aider à retrouver mon équilibre émotionnel. Et que grâce à cet équilibre, du coup, je vais activer mon système d'exploration et je vais pouvoir m'épanouir, faire confiance aux autres, me faire confiance. Donc, on se rend compte que c'est un socle important du développement d'un individu. Et aujourd'hui, cette théorie, elle est validée par les recherches en neurosciences affectives et sociales qui viennent nous expliquer aussi qu'on a besoin d'empathie, qu'on a besoin de réconfort, qu'on a besoin de proximité et que grâce à toute cette proximité, on va trouver cette sécurité et que cette sécurité, c'est finalement un facteur de protection, un facteur qui va nous aider à pouvoir grandir de manière plus épanouie, plus harmonieuse et puis surtout d'être curieux de ce qui nous environne. Voilà, donc la grande découverte de John Bowlby, c'est ça. Et elle vient donc nous dire en quelques mots, parce que c'est important, moi je suis médecin et il y a une rigueur scientifique à utiliser. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'attachement, mais pas de manière toujours suffisamment rigoureuse, justement. Quand on va parler des liens d'attachement, on va toujours parler de la personne vulnérable vers la personne qui va amener de l'aide et venir réconforter. Donc, c'est l'enfant qui va construire des liens d'attachement envers la personne qui est censée lui apporter le réconfort. Et la personne qui lui apporte le réconfort, c'est le parent, mais ça peut être aussi les nounous, ça peut être les professionnels de santé. On est des figures d'attachement secondaires sur le chemin et sur la voie de la construction de la parentalité. Et c'est en ça où on a une responsabilité tous. Et donc, la figure d'attachement, elle va être dans « je prends soin ». Et on appelle ça le caregiving. Je suis caregiver, je prends soin. Et nous, soignants, on est dans des fonctions de caregiver. Et donc, le parent a pour fonction de prendre soin de son enfant et de lui apporter ce réconfort quand il se sent en insécurité. Donc voilà, si on résume, parce que la théorie d'attachement est très large, en quelques mots, ces définitions, c'est comme ça que ça peut se décrire. Alors, vous avez cité mon troisième ouvrage, parce que j'en ai écrit deux avant, mais j'en ai celui juste avant, en fait, ça s'appelle « La sécurité émotionnelle de l'enfant ». Et là, j'explique vraiment de manière très globale comment ça fonctionne et j'utilise, moi, l'image de l'avion et du porte-avions.
Et donc, on va imaginer que la figure d'attachement, c'est le porte-avions et le petit avion, c'est l'enfant. Et que l'idée, c'est qu'il ne reste pas collé sur le pont du porte-avions et qu'il soit en capacité de partir, d'explorer, de revenir se poser sur le pont du porte-avions s'il a besoin d'aide. Et toutes les stratégies de l'enfant vont s'ajuster à la réponse du porte-avions. Est-ce que le porte-avions est assez disponible? Est-ce que le porte-avions, il a conscience qu'il est porte-avions? Mais ça se vit quand vous êtes professionnel avec ses parents qui nous appellent, qui nous hyper sollicitent, qui ont besoin de notre aide, ou ceux qui ne nous demandent pas d'aide alors qu'ils en auraient besoin. Et donc, tout ça, ça se décline à travers ce qu'on appelle les stratégies d'attachement, des modèles d'attachement. Et c'est important aussi de comprendre ce fonctionnement. Parce que moi, je me suis appliquée dans ce premier ouvrage. Alors, en fait, je l'ai écrit en 2 temps. J'ai négocié avec mon éditeur parce que mon éditeur voulait ce que vous avez dit, c'est-à-dire un livre très concret. Sauf que d'être parent, il n'y a pas de notice et que je ne souhaite pas enfermer les gens dans « il faut faire ça » ou « il ne faut pas faire ça ». Donc, c'est d'abord de comprendre que l'enfant, il a d'abord besoin de sécurité et quand il vient s'opposer, quand il vient faire des colères, c'est d'abord qu'il vient nous dire « là, il y a un truc qui m'insécurise, il va falloir faire quelque chose, les porte-avions, pour me sécuriser ». Et déjà, ça permet aux parents de se positionner autrement. Et puis ensuite, oui, il y a des clés à avoir, mais il n'y a pas une notice. Voilà, c'est pour ça que, alors ils se lisent de manière distincte, mais c'est vrai que dans le premier, j'explique de manière plus approfondie la théorie de l'attachement, les neurosciences affectives et sociales. Je me mets à la place d'un enfant aussi pour expliquer comment il grandit. Et ensuite, sur le deuxième ouvrage, oui, je suis plus partie sur l'histoire de 5 enfants avec des âges différents, du petit jusqu'à celui qui a environ 5-6 ans, et puis qui ne dort pas, qui ne mange pas, qui ne se prépare pas assez vite pour aller à l'école, qui fait des colères, qui met le bazar à la crèche ou à l'école, pour comprendre en fait ce qui se passe à la lumière de la théorie de l'attachement et permettre aux parents d'avoir un décodage du comportement de l'enfant et du coup de pouvoir lui apporter la réponse dont il a besoin pour se sécuriser. Voilà, j'ai dit déjà beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y avait une question peut-être. Voilà, oui, alors la figure d'attachement, c'est toujours entre enfant et sa mère. Non, en fait, on a à l'âge adulte, on a en général entre 3 à 5 figures d'attachement. On a toujours besoin de sécurité. En fait, ce système d'attachement, John Bowlby l'a décrit actif du berceau jusqu'à la tombe. Donc, on a tous besoin de sécurité. Regardons ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. On n'a pas reçu cette sécurité. Donc, la sécurité, elle s'appuie sur la cohérence, sur la prévisibilité et sur la stabilité. On n'a rien eu de cohérent en termes d'information. On n'a eu aucune lecture en termes de prévisibilité et on n'a pas eu de stabilité. Vous avez vu à quel point ça nous a insécurisés et quel chaos, en fait, ça a induit. Donc, voilà, en fait, c'est ça qui se joue et ça se joue tout au long de notre vie. Donc, nous, quand on est en insécurité, qu'on a besoin de réconfort, qu'on a besoin aussi de proximité physique, on a nos figures d'attachement. Donc, demandez-vous s'il vous arrive un souci, qui vous appelez. Et vous avez, se dessinent des figures d'attachement. Donc, ce n'est pas… C'est un peu effectivement la question de Safa qui disait est-ce que ça peut exister entre adultes? Oui, tout à fait, ça peut exister entre adultes et ça existe tout au long de notre vie finalement. C'est ça. Et c'est intéressant de voir comment ça se construit dans le couple, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les couples se construisent très vite, ont des enfants extrêmement vite, mais ils n'ont pas encore construit le fait que l'autre soit devenu une figure d'attachement dans le couple. Et du coup, ce n'est pas suffisamment solide, d'où toutes les séparations qui suivent la naissance des enfants aujourd'hui, parce qu'il y a une construction du couple qui ne s'inscrit pas suffisamment dans une stabilité, dans une cohérence pour sécuriser les 2 adultes, en fait. Alors, vous l'avez déjà un peu dit, mais justement, quelle posture vous conseillez-vous pour que cet environnement soit favorable et qu'il y ait ce lien d'attachement qui se crée? Alors, chez l'enfant, c'est d'être effectivement soucieux de ses besoins de sécurité et ses besoins d'attachement. En fait, il va les manifester avec un certain nombre de comportements qui sont des comportements qui sont en lien avec son développement. Un petit bébé entre 0 et 6 mois ne va pas avoir les mêmes manifestations qu'un enfant de 4-5 ans. Donc, c'est d'être déjà très attentif à nos enfants, de mettre en œuvre une disponibilité pour nos enfants, mais une disponibilité psychique,
J'alerte par exemple sur les écrans des parents. Là, on est très confronté avec le télétravail à des enfants qui hyper sollicitent le parent ou vont développer plus de troubles du sommeil ou vont mettre plus le bazar pour manger, par exemple. Ils viennent juste dire moi, j'ai besoin d'une disponibilité. Alors, pas d'une disponibilité H24, hein, mais que je sente que quand j'ai besoin d'aide, mon parent, il peut être disponible. Donc, je l'ai dit, globalement, c'est cohérence, prévisibilité, stabilité. Ça peut sembler des choses un petit peu abstraites, mais par exemple, les enfants qui vont à l'école, est-ce qu'on est cohérent de dire qui va le chercher le soir? On verra, et puis l'enfant, il voit comment ça se passe, ou qui va le coucher le soir. On fait vivre aujourd'hui à nos enfants effectivement beaucoup de choses. On leur demande de supporter beaucoup de choses dans notre organisation de vie. Et parfois, on se rend compte qu'on n'est pas très cohérent, ou alors qu'il y a beaucoup de porte-avions, et donc ça leur fait une flottille de porte-avions, et ils ne savent pas sur lequel compter. Par exemple, on voit les enfants qui sont scolarisés, qui arrivent dans le temps périscolaire, qui ensuite arrivent à l'école. Après, il y a la cantine. Après, il y a à nouveau l'école, le périsco, peut-être la nounou chez les parents. Et en fait, le parent a le sentiment que l'enfant est tout le temps en sécurité parce qu'il y a toujours un adulte. Mais il y a beaucoup de porte-avions et c'est compliqué pour l'enfant de trouver sa sécurité. Donc, oui, cette disponibilité psychique. Et puis aussi, un élément sur lequel j'insiste beaucoup dans le dernier livre, c'est aussi que les parents se fassent confiance. Parce qu'aujourd'hui, la parentalité est traversée par des enjeux compliqués et les parents se mettent une pression incroyable. Moi, je parle du culte de la performance. Qui fait qu'effectivement, les parents se mettent une pression très, 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 très forte, qu'ils ont le sentiment qu'il faut qu'ils soient des parents parfaits. Et du coup, on voit aussi comment ils demandent beaucoup de choses aux professionnels en cascade, en fait, en essayant de mettre en œuvre tout ce qu'ils entendent aujourd'hui en termes d'information. Et les informations ne sont pas toujours cohérentes. Et quand ce n'est pas cohérent, et voilà, ça va les insécuriser. Et si le parent est en insécurité et que le porte-avions n'est pas en sécurité, il ne peut pas réconforter son petit avion. Est-ce Donc, que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus d'enfants insécurisés, justement, du fait de la société, qu'effectivement, on a cette tendance à ne pas vouloir reproduire la même éducation que nos parents? on est assez soucieux aujourd'hui de voir effectivement beaucoup d'informations et c'est là où je pense que la place des professionnels de santé qui accompagnent les parents dans cette période de transformation, elle est majeure. On a une responsabilité très grande parce que les parents, soucieux de pouvoir donner le mieux à leurs enfants, vont piocher un peu dans certains courants, en disant je vais faire un peu d'éducation positive, un peu de bienveillance, un peu de… Mais quand même, mes représentations archaïques ou en tout cas mes racines, je ne veux pas les oublier. Et ça fait un mixte qui n'est pas toujours cohérent pour l'enfant. Donc aujourd'hui, oui, on est assez soucieux et ça correspond au rapport des 1000 jours et aux préconisations de pouvoir harmoniser. Et c'est en ça que la théorie de l'attachement est proposée comme socle en fait commun sur lequel on va pouvoir s'appuyer ensemble pour rendre cette information cohérente. Mais les professionnels qui sont proches des parents dans cette période, les puères, les sages-femmes, tous ceux qui sont là quand le porte-avions se dessine et se construit, ont un rôle très important et ont besoin de formation, d'informations qui soient extrêmement cohérentes pour eux-mêmes pouvoir les accompagner au mieux, en fait. Et comment justement, est-ce qu'il y a des signes de parents où vous sentez déjà dès le départ, sans même qu'ils aient des enfants, qu'effectivement, là, il peut y avoir des prémices de quelque chose qui peut manquer après pour l'enfant dans cet environnement sécure? Alors, on est plutôt sur la politique de venir soutenir des compétences plutôt que d'aller regarder ce qui manque, en fait. Parce que ce qui manque, en fait, c'est juste que ça ne se manifeste pas à un moment donné et puis que l'arrivée de l'enfant va mobiliser des nouvelles ressources, etc. Mais ce qu'on peut voir, c'est la pression, vraiment j'insiste sur cette notion-là, la pression que se mettent les parents aujourd'hui à être des bons parents et qui font qu'ils prévoient vraiment un idéal en termes d'accueil de l'enfant. Et c'est important de
il y a un dicton qui dit avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Il y a la réalité d'avoir des enfants et de se rendre compte que quand on en a, on avait dit, il n'y aura pas de tutut, on va faire ci, on va faire ça. Et puis, finalement, quand l'enfant est là, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est en ça que de soutenir la confiance des parents, de montrer qu'ils ont leurs propres ressources, que c'est normal qu'ils aient envie de changer de modèle éducatif parce qu'ils ont souffert d'une éducation souvent marquée par une forme d'autoritarisme et d'aspect très moralisateur, et qu'aujourd'hui, nos enfants et les jeunes générations ont changé. Ils ne veulent plus de tout ça et ça a du sens. Mais du coup, il ne faut pas passer de l'autre côté, en fait, parce qu'il y a comme un mouvement de balancier avec un autoritarisme et quelque chose de très moralisateur à l'enfant est un mini-adulte qui est en capacité de tout décider. Et ça, c'est très insécurisant. Et de tout comprendre. Et de tout comprendre, voilà. Ce qui est faux, même si son cerveau va super vite, même si les enfants d'aujourd'hui nous montrent des belles compétences, ils ne sont pas des mini-adultes, ils ont une immaturité physiologique en lien avec leur développement neurologique et qui justifie un minimum de cadre. Et aujourd'hui, on est un peu dans l'autre côté du balancier. Et nous, on voit des parents qui arrivent dans nos instituts très démunis en disant, mais là, je viens de recevoir un mail, pareil, j'ai tout fait, j'ai tout mis en œuvre, et il y a toujours autant de colère, mon enfant ne dort pas, parce qu'il y a quelque chose que souvent on n'a pas regardé. On a regardé le haut de l'iceberg, en fait. On a regardé ce que nous montre l'enfant, mais il y a une partie émergée de l'iceberg, et la partie immergée, c'est vraiment ce besoin de sécurité. Et c'est important de pouvoir le comprendre parce que du coup, nos réponses, elles seront différentes. Donc oui, la société évolue, les enfants évoluent, les modèles éducatifs aussi, et c'est très bien. C'est très bien. Mais il faut être soucieux aussi vraiment des besoins de nos enfants. Tout à l'heure, vous parliez de disponibilité. Des fois, en tant que parent, on a cette impression d'être disponible et d'être là pour eux. Et pour autant, ça ne fonctionne pas. Et pour autant, la colère continue et les crises continuent. Et on est démunis parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Je crois que vous avez des astuces qui ne peuvent pas se donner pour tous les parents, mais qui peuvent être intéressantes pour certains. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ça? Oui, en fait, on a le sentiment aujourd'hui qu'on est très disponible pour nos enfants, mais on est là, on est présent, mais regardons combien de fois on est sur nos téléphones, ou là on télétravaille, ou on dit tout à l'heure, je jouerai, mais tout à l'heure, plus tard, là j'ai ça à faire, j'ai telle tâche, etc. Et aujourd'hui, notre vie est très envahie par de nombreuses contraintes. Et puis un temps qui s'est beaucoup accéléré et qui fait que on vit justement aussi dans ce besoin de performance. On est attendu au travail, on est attendu dans la perfection de la tenue de notre maison, on est attendu dans plein de choses. Et ça vient déjà impacter notre disponibilité. Donc beaucoup de parents ont le sentiment qu'effectivement, ils donnent beaucoup à leurs enfants. Il faut juste comprendre que nos enfants, ils n'ont pas conscience de toutes nos contraintes. Et tant mieux. Tant mieux, parce que il est important de les protéger de tout ça et de leur garder leur insouciance le temps qui est nécessaire pour eux. Et donc, moi, ce que je préconise avant tout, avant de mettre en place des règles éducatives ou autres, c'est, j'en parle dans mes 2 ouvrages, c'est de mettre en place ce que j'appelle des temps précieux, c'est-à-dire des bulles pendant lesquelles on s'extrait. Pas longtemps, c'est 3 fois un quart d'heure par semaine, mais on prédéfinit le temps. Il n'y a rien qui vient bousculer cet espace-là, qui est un espace un peu un espace sacré, quoi, un espace où on va montrer à l'enfant qu'on peut être totalement disponible pour lui. Parce que si on regarde un peu, donc moi, quand je préconise ces temps précieux, il y a des parents qui me disent, ils reviennent, ils me disent, non, mais je n'ai pas eu le temps. Parce que, en fait, ils sont là. Donc, ils sont là dans la pièce où joue l'enfant, mais ils ne sont pas disponibles à jouer avec l'enfant. Ou il y en a qui ne savent pas quoi faire avec l'enfant. Et donc, ces temps précieux, en fait, viennent redonner à l'enfant l'information que son porte-avions a des moments où il peut être totalement disponible pour lui, puis il y a des moments où il n'est pas disponible pour lui. Il peut avoir cette lecture-là. Mais nous, Je peux donner un petit exemple personnel, parce que j'ai eu la chance de participer aux ateliers, à l'Institut de la parentalité avec vos collègues aussi. Et effectivement, j'avais l'impression de jouer de façon
d'être réellement présente à 100% avec mon fils et de jouer avec lui, donc il a 5 ans, sans téléphone, sans écran, vraiment, j'étais dans le jeu, quoi. Et j'ai eu longtemps l'impression que ça fonctionnait pas et qu'il était jamais satisfait, que ça lui allait jamais, que les colères étaient toujours là, il y avait des mots durs qui me disaient que c'était toujours présent. Et j'insiste donc sur le fait qu'effectivement, dans votre discours, ce que vous dites, c'est l'importance du temps qui est une limite, donc du cadre, du temps, de l'introduction, de montrer à quel point c'est important et on a envie de passer ce moment avec notre enfant. Je pense qu'il y a des fois, j'ai joué avec lui parce que je me suis dit, il faut que je joue avec lui, mais pas parce que j'en avais réellement l'envie. Et de me dire, voilà, c'est moi aussi qui choisis. C'est pas lui qui décide qu'il a envie de jouer avec moi, donc je joue avec lui. Et je trouve qu'à partir du moment où j'ai changé ce regard-là, ça a changé pour lui. Voilà, je donnais juste ça. Mais c'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, il y a ce que nous, on pense et puis il y a ce que perçoit l'enfant. Et nos enfants, ils perçoivent à la hauteur de leur maturité ou de leur immaturité, en tout cas de leur âge. Et aujourd'hui, on a parfois le sentiment qu'ils vont grandir tout seuls, même si on leur donne beaucoup d'attention. Mais non, ils ont vraiment besoin d'un cadre, ils ont besoin d'un tuteur pour grandir. Et ils ont surtout besoin qu'on les réconforte et qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur nous quand ils se sentent en difficulté, en fait. Et c'est sûr que la difficulté, c'est qu'ils ne vont pas nous le dire de manière claire. Ils ne vont pas nous dire hey, « Coucou, là, porte-avions, j'ai besoin de me poser pour faire le plein de sécurité. » La difficulté, c'est qu'effectivement, ils vont souvent utiliser des comportements que nous, on va dire aversifs. C'est-à-dire que ce qu'on va étiqueter comme étant des caprices de l'enfant, comme étant des colères, comme étant des troubles du sommeil, on dit « Ah non, mais il est pénible, il est difficile, la vie est compliquée avec lui. » Où on voit des consultations où les parents sont totalement démunis en nous disant j'ai l'impression d'avoir un mini-ado à la maison, il a 3 ans, aidez-moi, c'est lui qui fait la loi, il contrôle tout ce qu'on fait. Donc, en fait, là, il est en train de venir dire là, j'ai besoin de plus de cohérence, j'ai besoin de plus de sécurité. C'est pas un chamboulement total, mais c'est de rendre plus lisible notre disponibilité. Parce que les parents d'aujourd'hui se rendent quand même disponibles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les culpabiliser, mais il faut leur donner quand même une grille de décodage du comportement de l'enfant, en fait. Et une fois qu'on offre ces temps précieux, il y a quelque chose qui apaise l'enfant et on peut repartir dans une relation beaucoup plus harmonieuse. Parce que l'enfant qui vient sans arrêt venir solliciter le porte-avions, qui vient le provoquer, qui vient s'opposer, qui vient être vraiment dans des comportements extrêmement agressifs, au bout d'un moment, on n'a plus envie d'être avec lui. Il y a des parents qui nous disent « Moi, je serai gentil avec lui quand il sera à nouveau gentil. » Et là, ils peuvent attendre longtemps parce que ce n'est pas l'enfant qui peut arrêter ce processus, en fait. C'est vraiment aux parents et à la figure d'attachement. Parce que nous, on dit plutôt figure d'attachement. Hein, ça peut être autant le père, la mère. Ça marche aussi dans l'adoption, ça marche dans le placement. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une personne, comme disent les Québécois, qui soit suffisamment fou de l'enfant pour penser que l'enfant est prioritaire sur ses besoins d'adulte. Et en tant que professionnel de santé, justement, est-ce que vous pensez que on pourrait éviter, si on sensibilisait tous les parents du monde entier à la théorie du lien d'attachement, est-ce qu'on pourrait éviter qu'il y ait des enfants qui se sentent en insécurité? Que l'enfant se sente en insécurité, c'est juste physiologique et c'est normal. C'est normal qu'on ait des peurs. C'est comment on va leur donner une réponse plus ajustée et qui répond vraiment à ce dont ils ont besoin. Donc oui, les Québécois, ils essayent. On sait qu'environ 60% de la population est sécure, 40 est insécure. Pour autant, les 40 insécures ne sont pas malades. Hein, ils sont plus vulnérables face à la crise sanitaire, face à ce qu'ils vivent. Ils sont plus en difficulté pour trouver des réponses. Mais ils ne sont pas malades. Par contre, oui, on sait que la sécurité est un facteur de protection. Donc, il y a des pays qui ont développé leur politique de santé publique et de protection de l'enfance et de petite enfance sur la théorie de l'attachement et qui aujourd'hui visent à augmenter le taux de personnes qui ont un attachement sécure. Et est-ce que c'est un de vos projets des instituts de la parentalité? En tout cas, notre projet, donc nos instituts, pour l'instant, il y en a 2 en France, mais il y en a un qui va ouvrir en fin d'année et plusieurs l'année prochaine, parce qu'en fait, il y a des besoins importants sur le territoire.
et que nous, en tout cas, oui, on est là pour venir soutenir le parent le plus tôt possible. Donc, on a des parents qui viennent soit directement, mais beaucoup de professionnels, sages-femmes, médecins généralistes, pédiatres, gynécos, qui nous orientent aussi les familles. Donc, notre objectif, c'est effectivement de pouvoir éclairer le parent pour que la relation soit beaucoup plus harmonieuse et que les enfants n'aient pas besoin de manifester leur insécurité et de rentrer dans des processus de souffrance psychique pour recevoir la sécurité dont ils ont besoin pour grandir. Donc, c'est vraiment notre objectif. Alors, à travers plusieurs, vous l'avez dit, plusieurs modalités, hein. Soit on fait des conférences, soit on fait des permanences conseils aussi gratuites, téléphoniques, une demi-journée par semaine. On a mis en place des programmes d'accompagnement à la parentalité et là, on va les décliner pour les futurs parents aussi. Et puis, on a des consultations, puis on a des formations pour les professionnels. Donc oui, c'est notre objectif de pouvoir être un acteur national pour soutenir et rendre plus cohérent aussi tout ce travail. Le travail en périnatalité, c'est un travail en réseau. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de se coordonner, on a besoin mais aussi d'avoir un socle commun avec lequel discuter. Moi, j'ai eu la chance, avant d'être psychiatre, d'être médecin généraliste et urgentiste. Et donc, voilà, ce discours autant somatique que psychique, je le connais, mais pour travailler avec les équipes de PMI, travailler dans des maternités pendant de nombreuses années, je vois comment parfois, chacun a sa mission, ou entre institutions, on travaille en tuyau d'orgue, chacun a sa mission. Pour autant, c'est les mêmes familles au milieu. Ou les parents qui sont, par exemple, issus des parcours d'infertilité, ils vivent des choses aussi très compliquées. Donc, oui, il y a réellement un travail en réseau et je trouve que la richesse de cette théorie, c'est qu'elle est accessible. Donc, on n'a pas besoin d'être psy pour la comprendre et qu'on ait des figures d'attachement secondaires pour ces parents-là, quelle que soit notre place, mais encore plus dans la période de la périnatalité et que d'avoir cet outil-là, ça nous sécurise aussi, nous. Et une fois qu'on est sécurisé, on peut rentrer dans cette chaîne vertueuse, de construire cette chaîne de sécurité dont a le besoin le parent. Et c'est ça qu'il vient chercher auprès de vous. Donc, nous, on dit caring for the caregiver, donc prendre soin de celui qui prend soin, donc prendre soin du porte-avions. Donc, souvent, on est le porte-avions du porte-avions. Des fois, il y a le porte-avions du porte-avions du porte-avions. Qui fait faire que le petit avion il va pouvoir se poser en toute sécurité sur son petit avion, sur son porte-avions. On a une question de Fiona qui vous demande est-ce que vous avez des astuces pour répondre à un parent qui, en consultation, dit de son enfant qui est présent dans la pièce qu'il fait des caprices? Oui, alors ça, c'est assez fréquent. Il y a la plupart de nos consultations, parce qu'il y a deux modalités d'attachement chez l'enfant. Soit il est sécure, il peut compter sur son porte-avions, hein, c'est-à-dire que s'il a besoin de sécurité, son porte-avions est disponible et il vient se poser. Soit il apprend que son porte-avions n'est pas disponible et puis au bout d'un moment, il ne vient plus du tout se poser. Et donc, on a là des enfants beaucoup plus silencieux, pas très bruyants, qui arrivent peu dans nos consultations, mais qui justifient qu'on soit très attentif dans les crèches, dans les écoles, d'enfants qui sont trop sages. Et puis, on a le petit avion là, qui arrive à l'Institut parce que il vient sans arrêt se poser sur le pont du porte-avions en faisant des colères, en étant très provocateur, opposant, ne tolérant rien, etc., intolérant la frustration, enfin tout ce qu'on entend. Et effectivement, quand le parent il arrive, il déverse tout ça devant l'enfant, en disant oui, il est capricieux, il est difficile, etc. Et là, ce que nous, on fait, ce que je fais, c'est qu'on explique que l'enfant, il a besoin de sécurité, que cette sécurité, il ne sait pas la manifester et l'exprimer, et qu'aujourd'hui, son seul mode d'expression, c'est la colère, et c'est ce ce que les parents peuvent étiqueter comme caprice, en sachant qu'il n'y a pas de caprice avant 5-6 ans, puisque pour qu'il y ait caprice, il faut que l'enfant soit en capacité d'avoir une intentionnalité, ce qui n'est pas le cas. Même quand, parce que j'ai l'exemple souvent, oui, alors docteur, vous n'avez pas été au supermarché devant les rayons des petites voitures et quand il a 2 ans et qu'il braille devant en me regardant, vraiment, il fait un caprice. Et on pourrait penser ça, mais non, c'est que là, il sent que son porte-avions est disponible pour lui, donc il va profiter de l'occasion. Ce n'est pas la voiture en soi, parce que si vous lui achetez, vous voyez qu'il ne va pas s'y intéresser si longtemps que ça. C'est je capte l'attention de mon porte-avions.
C'est aussi souvent, il y a plusieurs moments hein, où c'est compliqué. Il y a le moment du sommeil. Hein, on a une augmentation massive des demandes de consultation pour les troubles du sommeil, encore plus avec la crise sanitaire, mais aussi sur les temps de repas. Parce que c'est là où les porte-avions sont censés être dispo. Parce que il faut que l'enfant mange, donc le porte-avions, il est là. Et puis, la nuit, le porte-avions, il dort, mais il est quand même beaucoup plus dispo que quand il est au boulot. Donc, c'est sur ces moments-là que les enfants vont le faire. Donc, c'est de déconstruire l'idée que d'abord, il y a un caprice. Et puis, ensuite, c'est de pouvoir donner un autre sens au comportement de l'enfant pour que le parent puisse poser un autre regard sur son enfant. Pas le regard d'un petit tyran domestique qui vient désorganiser la maison, mais le regard d'un être vulnérable qui est encore petit, même s'il a 3-4 ans, qu'il est l'aîné d'un petit frère qui vient d'arriver, il reste un petit enfant de 4 ans qui a besoin toujours de proximité et de sécurité. Donc, c'est de venir expliquer ça, c'est vraiment comme c'est ce que nous on fait, c'est de la psychoéducation. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit la sécurité émotionnelle, parce que c'est vraiment ce type de consultation que nous, on fait à l'Institut pour accompagner le parent et puis surtout le déculpabiliser, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent très coupables. On voit aussi beaucoup de questions sur les pleurs de l'enfant, par exemple. Aujourd'hui, le pleur de l'enfant est très difficile à accepter pour le parent qui a le sentiment que l'enfant il est malheureux parce qu'il projette sa vision d'adulte. Alors qu'un enfant pleure, en fait. Donc, c'est pas parce qu'il est malheureux qu'il pleure, c'est juste qu'il a des besoins et il les exprime. Et c'est sain qu'il pleure, c'est normal qu'il pleure. Donc, Effectivement, il y a pas mal de professionnels de santé à qui on pose cette question-là. Mon bébé pleure, qu'est-ce que je peux faire parce qu'il pleure? C'est ça. Et d'abord, lui offrir beaucoup de proximité dans les premiers mois, parce que l'enfant, il va mettre 9 à 10 mois pour construire ses stratégies d'attachement. Et donc, c'est des moments où il a beaucoup de besoin de proximité. Mais pour autant, il y a des moments où il va pleurer et ce n'est pas parce que le parent le rend malheureux. Donc effectivement, c'est accompagner le parent à changer de regard, ne pas se culpabiliser, le responsabiliser et lui redonner confiance pour qu'il soit plus disponible et qu'il puisse répondre aux besoins de l'enfant, en fait. C'est vraiment un cercle vertueux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. C'était tout à fait bien répondu. Il nous reste quelques petites minutes, alors il nous reste une petite dizaine de minutes, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et si vous en reste sous le coude avec plaisir. Si on doit résumer en tant que professionnel de la périnatalité, quels seraient les conseils pour sensibiliser ces parents qui ne se posent pas forcément de questions sur ce lien d'attachement parce qu'ils ne le connaissent pas forcément, mais pour leur montrer à quel point il est important et que ce serait intéressant peut-être pour eux d'en savoir plus sur le sujet. Alors, c'est toute une réflexion qu'on mène depuis plusieurs années à l'Institut, c'est que beaucoup de parents disent « si on m'avait dit, j'aurais fait autrement ». On essaye de travailler sur la sensibilisation des parents et des professionnels en amont. On a proposé là, sur l'appel à projet des 1000 jours, de créer un outil numérique pour les sages-femmes, par exemple, parce que les sages-femmes ont pour mission de proposer des cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Et que dans ce « et à la parentalité », ça serait extrêmement pertinent qu'elles aient ces connaissances-là pour pouvoir les partager d'emblée aux parents. Après, le futur parent, il va avoir une certaine forme d'attente qui ne sera plus la même une fois que l'enfant sera là, puisque la réalité sera inscrite. Donc, c'est de s'appuyer sur les connaissances actualisées en matière de développement de l'enfant. C'est d'insister sur ce besoin de sécurité qui est aujourd'hui défini par de nombreux scientifiques comme un méta-besoin. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin d'être nourri, il a besoin de soins, il a besoin de beaucoup de choses. Mais s'il n'a pas son besoin de sécurité qui est reconnu, en fait, on peut l'aimer, on peut lui offrir beaucoup de choses. On ne lui permet pas de se structurer pour pouvoir explorer le monde. Donc, c'est sensibiliser. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de choses qui sont dites dans ce domaine-là. La commission des 1000 jours vient surfer un peu sur cette dimension. Ceux qui sont inscrits dans le champ de la périnatalité, et je travaille vraiment beaucoup avec les sages-femmes, elles sont sensibilisées à ça depuis tellement d'années. Elles le savent.
moi, j'ai travaillé avec Françoise Molena dans son temps et le plan Périnate, le dernier plan, hein, il n'y en a pas eu depuis 2005-2007. C'était déjà ça, mettre de l'humanité, mettre de la proximité, vraiment considérer cette dimension émotionnelle, parce qu'au cœur de la théorie de l'attachement, c'est les émotions en fait. Hein. C'est comment on les partage et comment on aide nos enfants à les accueillir. Et donc, globalement, c'est pouvoir sensibiliser, former les professionnels pour qu'à leur tour, elles puissent accompagner. Et puis aujourd'hui, on a aussi une responsabilité dans ce qu'on appelle maintenant assez clairement, même si c'est assez triste, mais c'est la réalité, le marché de la parentalité. Il y a beaucoup, beaucoup de propositions qui sont faites aux parents par beaucoup de nouvelles professions où les informations ne sont pas toujours cohérentes. Il y a vraiment des choses extrêmement positives et puis il y a des choses qui sont dangereuses. Et nous, on en voit les résultats aujourd'hui avec des parents qui ont suivi un certain nombre de conseils et qui arrivent avec des enfants qui ne vont pas bien du tout. Donc, je pense qu'on a réellement une responsabilité, nous, professionnels de santé, à investir ce champ de la promotion de la santé et de la prévention universelle parce qu'on est à un moment clé de la construction de ces liens d'attachement, autant pour le porte-avions que pour le petit avion. Et voilà, donc ça passe surtout par cette formation et cette information, à mon avis. J'avais un chien qui aboyait trop, je ne pouvais pas remettre mon micro de suite. C'est bon, il a arrêté. Et effectivement, quand on est professionnel de santé et qu'on est face à un parent qui peut être démuni et que ce n'est pas forcément notre métier de l'accompagner, et qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à ce moment-là? À qui? Aux professionnels ou aux parents? Ah, quand on se sent démuni? Quand le parent se sent démuni, on est professionnel de santé, mais ce n'est pas notre spécialité d'accompagner les parents nous-mêmes. Vers qui on va les aiguiller, ces parents-là? Ben, c'est toute la difficulté d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on ouvre des instituts et qu'on en ouvre plus en France pour qu'il y ait un maillage du territoire. Après, il y a des professionnels, il y a les PMI, qui sont des espaces qui accueillent, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas toujours la disponibilité qu'on souhaiterait, mais c'est quand même l'entité qui est aujourd'hui dédiée à cet accompagnement. Et puis, ben, il y a des lieux d'accueil enfants-parents, il y a des espaces un petit peu plus identifiés, mais c'est sûr que nous, ce qu'on peut voir à travers notre expérience depuis plusieurs années, depuis 2017 à Bordeaux, 2019 en région parisienne, c'est que les parents, ils errent beaucoup. Ils cherchent vraiment des solutions qui peuvent, des réponses et des professionnels formés qui seront en capacité de les aider. Donc, aujourd'hui, l'offre, elle est multiple et c'est en ça que nous, en tout cas, les instituts, alors, au-delà des instituts, en fait, l'aventure de l'Institut s'est beaucoup déployée puisque l'année dernière, on a reçu la demande de nombreux professionnels ou d'équipes ou de municipalités ou d'hôpitaux qui veulent ouvrir un site institut dans leur territoire. Et donc, on a créé la Fédération des praticiens de la parentalité qui va réunir toutes ces entités et on commence à identifier des ressources sur le territoire qui répondent au cahier des charges de l'Institut, c'est-à-dire formés à la théorie de l'attachement, aux neurosciences et qui mettent en œuvre ce qu'on a pu structurer sur nos premiers sites, en fait. Super. Donc, il y a tout un maillage qui est en train de se créer, sur lequel on peut s'appuyer, tant en tant que professionnel de santé qu'en tant que parent. Oui. Et c'est en train de se développer. Il y en a déjà beaucoup, mais c'est en train de se développer encore dans toute la France. C'est super. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci tout le monde pour votre présence. Cet atelier sera disponible en replay le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à le partager. On sait que vous êtes beaucoup à nous suivre en replay. Donc, je vous remercie de nous suivre en replay parce qu'on sait que vous avez un planning qui n'est pas toujours évident. Donc, ce n'est pas toujours évident pour vous de nous suivre en live. Donc, si vous nous voyez en replay, merci à vous. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Je vais enchaîner à 21h avec un live avec Véronique Simoneau, qui est sexologue et qui va nous parler de vaginisme. Donc, si vous êtes avec nous tout à l'heure, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Anne, pour cet échange. Merci. Belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.